C'est bon. Attends. Beauté à tous, bienvenue sur Bantoucast, un podcast qui va mettre en avant la diaspora africaine, congolaise, camerounaise, gabonaise, tout ça, c'est dedans, c'est dans la même sauce. Et là, je suis avec mon associé, notre atout de qualité, Ikael, comment ça va? Ça va bien. Et aussi, bon, quand on dit premier podcast, il faut vraiment des invités vraiment différents, des invités vraiment qui tapent les gens pour vivre. Alors, Frangis, comment ça va, Frangis? Quelle intro. Non, ça va bien. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu, Merci à toi d'être présent sur ce podcast. Mais tu sais, nous on te connaît, moi je te connais, qu'elle te connaît, mais ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu tapes les gens? De manière générale, donc moi, Frangis Goma, donc j'ai 35 ans. Je suis kickboxer professionnel. Kickboxer professionnel, vous savez ce que c'est un peu le kickboxing? Donc Moi, tu peux détailler. C'est avec les pieds et les mains? Je vais détailler. Peut-être le détailler très rapidement. En fait, le kickboxing, c'est une type de boxe, pied-point. Je crois que ça c'était créé aux États-Unis de manière générale, mais ça s'est vraiment démocratisé énormément au Japon. En tout cas, le style de kickboxing que je fais, kickboxing K1 aujourd'hui, c'est pour ceux vraiment qui connaissent. C'est le sport aussi dans lequel on a pu retrouver par exemple quelqu'un comme Cédric Doumbé, avant qu'il bascule notamment sur le MMA, qui a été rendu pas mal populaire par un Français, ou d'autres comme Jérôme Le Banner, etc. Bon, sans trop rentrer dans le détail. Donc moi, je suis un kickboxer professionnel, champion de France, champion d'Europe aussi également. J'ai une vingtaine de combats, avec aussi pas mal, quelques KO, une dizaine de KO. J'ai évolué dans différentes organisations internationales. J'ai boxé en France, j'ai boxé aussi pas mal en Europe de l'Est. J'ai boxé dans les organisations telles que aussi le Sunchi, et récemment j'ai signé un contrat avec la plus grosse organisation de kickboxing mondiale, qui est donc le Glory Kickboxing, le Glory. Et j'ai fait mon premier combat au Glory, c'était donc au mois de juillet. Et j'ai affronté donc du coup le top 5 de la catégorie que j'ai battu. Et donc aujourd'hui je suis classé 5e dans le ranking du Glory Kickboxing, qui est la plus grosse organisation mondiale de kick. Voilà. Bon, on part là, ça y est. Tu nous as tué KO. Non. C'est fait, hein. Non, mais on a fini le podcast. On s'attendait pas à tout ça. On m'a demandé de présenter, je présente. il a présenté, il a dit le pédigré, il a dit que voilà, si tu l'embêtes dans la rue. Non, on rigole. Non, je suis sympa. Mais qu'est-ce qui t'a fait amener au kickboxing du coup? Moi, j'ai commencé, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé en faisant des sports même qui avaient absolument rien à voir avec les sports de combat. J'ai fait un peu de basket quand j'étais plus jeune, mais j'ai surtout le premier sport on va dire, qui touche l'art martial que j'ai fait au départ, c'était le karaté. Donc, j'ai fait du karaté au départ. Et après, en étant ado, j'avais lâché un petit peu le sport. Et il y a une salle qui ouvrait en fait dans ma ville, parce que moi j'ai pas mal grandi sur Évry-Courcouronnes. Il y avait une nouvelle salle de boxe qui ouvrait dans ma ville. Et en fait, c'était un ami qui m'a juste demandé de l'accompagner, si tu veux. Il m'a demandé de l'accompagner. Je suis venu en fait faire les cours de test comme ça rapidement, tu vois, si tu veux. Et au final, en fait, je suis jamais ressorti. J'ai toujours aimé, mais de loin, tu vois, plutôt en tant que spectateur, la boxe, tu vois. Et j'ai trouvé que finalement le kickboxing, c'est ce qui se mariait un petit peu avec mon bagage que j'avais auparavant, c'est-à-dire le bagage du karaté. C'est-à-dire que j'étais très souple des jambes, je me débrouillais vraiment, vraiment plutôt bien, la jambe montait assez vite. Et puis quand on était jeune, on regardait pas mal les films de Jean-Claude Van Damme et compagnie. Donc les films kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Donc ouais, c'est un peu toutes ces différentes inspirations là et qui m'ont un peu emmené vers le kickboxing de manière générale. Et moi j'ai justement une question, parce que c'est vrai que dans nos familles,
africaine, congolaise, le sport, c'est pas souvent considéré comme un métier. Quand tu as annoncé à ta famille, à tes parents que tu voulais vraiment le faire, sérieusement, comment ils l'ont reçu? Est-ce qu'ils t'ont encouragé ou est-ce qu'ils t'ont laissé faire et c'est par la suite en voyant justement que ça marchait bien, qu'ils t'ont... Déjà, c'est vrai que je l'ai pas introduit aussi comme ça parce que je ne fais pas aussi que ça. J'ai aussi une autre casquette. Parce qu'à côté de ça aussi, je suis consultant, dans les achats. Okay. Mais si tu veux, quand j'ai commencé comme ça s'est vraiment fait par étapes. Okay. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai commencé, c'était vraiment de la compétition plutôt en amateur. Moi, en toute transparence, je m'étais jamais dit que je vais faire carrière justement dans le kickboxing et que ça va devenir une part de mon métier, si tu veux. Je suis rentré dedans, comme je disais, un peu au hasard, mais en fait, même si la réalité, c'est que quelque part, je crois pas spécialement particulièrement, si tu veux, au hasard, mais de fil en aiguille, ça, c'est devenu vraiment ma passion, tu vois, si tu veux. Et au fur et à mesure, au départ, tu sais comment c'est. En plus, les sports où on se bat et compagnie, ma mère me disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tu veux pas faire un truc un peu tranquille et tout? Là-bas, juste au karaté, vous faisiez des trucs comme ça, c'était bien. Et là, tu vois, c'était un peu plus... il y avait plus d'appréhension, si tu veux. Il y avait plus d'appréhension, parce que ça reste quand même un sport où on tape quand même des gens. Ouais. On peut mettre aussi potentiellement notre intégrité physique en jeu, tu vois. Donc... au départ, il y avait un peu cette appréhension, mais au fur et à mesure, quand on s'est rendu compte que c'était vraiment ma passion et que je commençais à monter de plus en plus, à remporter des titres dès le niveau même amateur, mais au final, même tes parents deviennent même très fiers de toi et au final, tu es encouragé, ils te poussent, si tu veux. Ouais, c'est vrai pour, comme tu dis, nos familles, parce que pour ceux qui ne l'ont pas deviné, mais Frangis, il vient pas, c'est pas un enfant d'Astérix, du coup. Et dans nos familles, c'est pas forcément toujours valorisé d'être dans le sport. Et justement, quels sont tes tips quand tu te prépares dans les combats? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré, ces gens qui rentrent sur le ring. J'ai toujours trouvé ça, quand tu rentres sur le ring, l'octogone, cette préparation mentale que tu as pour dire je vais affronter quelqu'un. Parce que quand tu mets un peu, entre guillemets, même pas entre guillemets, tu mets ta vie en jeu. Et comment tu te prépares? Tu mets ton intégrité physique quelque part en jeu. Donc du coup, la question, c'est vraiment sur la préparation que tu vas faire par rapport au combat. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, tu as à peu près 2 mois et demi de grosse préparation, si tu veux, par rapport au combat. Dedans, en fait, tu as différents aspects. Tu as bien évidemment la part d'entraînement, forcément, parce que le but, c'est d'être prêt le jour J pour l'événement. Mais tu as aussi une grosse préparation, et je pense que c'est l'une des plus importantes et qu'on néglige beaucoup, c'est la préparation vraiment mentale. C'est pour ça que c'est très important d'être extrêmement bien entouré, bien encadré, avec des personnes justement qui ont une vision professionnelle pour pouvoir nous donner quelque part en fait une direction, si tu veux, de se dire voilà, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On a bossé quelque chose, un game plan, une stratégie. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas juste de la simple... c'est pas de la bagarre où on arrive, on a déposé le cerveau et juste allez vous taper dessus. Non, le but, ça reste quand même de la boxe. Le but principal, c'est quand même de toucher, sans se faire toucher. Donc forcément, d'appuyer sur les points faibles de l'adversaire et de maximiser justement ses points forts. Donc forcément, on est entouré et extrêmement préparé par rapport à l'équipe qui nous entoure. C'est super intéressant. Et bon, petit détail, Ngoma Frangis Ngoma, je peux dire à tout le monde, c'est pas un secret, originaire du Congo, Brazzaville. Oh, c'est pas un secret. Non, mais comme ça, tout le monde est au courant. Et aussi dans ce même plus loin, c'est-à-dire que je suis pas que originaire du Congo Brazzaville, je suis congolais. Les Congolais. Je suis congolais. Congolais, tu vois le bois là, dur comme ça. Et du coup,
Déjà, parce que aussi ce podcast-là, c'est pour mettre en avant aussi la diaspora, cette relation avec la diaspora et le continent. Comment tu arrives à mêler cette identité que tu as ici, comme tu as grandi ici en France, et cette identité congolaise? Comment tu as pu la développer, la cultiver dans ton quotidien, dans ta vie, en fait? Après, je me pose pas, en fait, spécialement la question, parce qu'en fait, c'est un peu inné. Parce que quand je disais tout à l'heure, un peu pour rigoler, en fait, je suis congolais, c'est que, ce que tu as dit, tu es d'origine congolaise. Non, j'ai la nationalité congolaise, en fait. C'est-à-dire que j'ai les deux nationalités. J'ai la double nationalité. J'ai la double nationalité. Je fais partie de ces gens-là, des binationaux. C'est donc toi. C'est donc toi dont on parle souvent. Ouais. Donc oui, non, j'ai vraiment la double nationalité. Même si j'ai grandi ici, je suis né en France, j'ai grandi ici. Moi, j'ai toujours été très attaché quelque part à mes racines, à ma culture, parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup en fait chez nous, et surtout notamment dans la famille du côté paternel. C'est-à-dire que quand tu viens même encore aujourd'hui, on parle très peu français à la maison. Ah voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi je suis donc du Congo, mais plutôt dans le sud, vraiment plutôt du côté de Pointe-Noire. Donc même la langue qu'on retrouve beaucoup à la maison, c'est beaucoup de Kitouba, tu vois. Beaucoup de Kitouba, pour ceux qui connaissent. Donc le premier lien, il s'est fait avec la langue, il s'est fait avec la culture de manière générale, qui ont pu retransmettre mes parents aussi. Le fait aussi d'avoir eu, comme je disais tout à l'heure, la nationalité. Donc en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur de manière assez générale, mais c'est très naturel. Ouais, c'est très naturel. Voilà. Moi, je dis ah bon parce que c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup des Congolais qui sont au Congo, sur le territoire, ils pensent que les Congolais qui vivent en France, qui sont en France, ils s'en foutent du Congo, ils sont totalement détachés. Et c'est vrai qu'on va constater un manque d'engagement de la part des Congolais qui vivent en France, ceux qui sont nés et grandis en France. Mais moi, je pense que la grosse différence, c'est au niveau de l'éducation, parce que par exemple, moi, je vais prendre mon exemple, moi, à la maison, on parlait français. Et c'est vrai que chez les Congolais de Brazza, je pense que ça doit être 70%, sans exagérer, où les parents, ils ont totalement mis en avant le français et ils ont totalement laissé les langues, je pense, au niveau des discours de nos parents, ils mettaient pas beaucoup en avant, certains. Contrairement à d'autres pays où ils sont très très fiers, comme les Sénégalais, même les Congolais de Kinshasa, où tu retrouves ce point commun chez eux dans l'éducation qui est la langue. Nous, chez les Congolais de Brazza, c'est ce qu'on nous reproche beaucoup, c'est qu'on a nos parents. Après, je pense que c'est aussi dû par leur histoire, c'est aussi, ils venaient d'arriver, ils voulaient qu'on s'intègre. Je ne sais pas exactement quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ont laissé un petit peu en pensant peut-être bien faire, mais après, avec du recul, on se rend compte que le fait d'avoir laissé cet aspect de la culture dans notre éducation, il y a un gros détachement de la diaspora, ou des Congolais tout court, sur justement leur pays d'origine. Et toi, justement, c'est ce que tu expliques. Tu dis que toi, comme à la maison, tu avais cette culture-là. C'est ça qui te permet aujourd'hui, en tant que né et grandi en France, d'avoir cet attachement à ton pays, en fait. En fait, avant tout, c'est beaucoup quelque chose justement qui se transmet, qui vient des parents, qui vient des parents ou de la famille ou de la famille assez proche. C'est comme je disais justement, pourquoi je parlais plus de l'aspect du côté paternel, c'est parce que en fait dans ma famille plutôt côté paternel, c'est comme ça. Côté maternel, effectivement, c'est un peu plus. On parle beaucoup plus justement français de manière générale, même au niveau des enfants et autres. Et en fait, en étant confronté avec mes tantes et autres dès le plus jeune âge, eux n'en avaient rien à faire. Tu comprends pas, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Que ce soit avant, que ce soit même aujourd'hui autre. Quand tu viens dans la famille, on te parle en Kitouba. C'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est ce qui même le Lingala de manière générale, j'ai même commencé à le comprendre beaucoup beaucoup plus tard après, parce que c'était même pas la langue qu'on retrouvait énormément justement chez nous. C'était vraiment quasiment exclusivement justement du Kitouba à la maison.
Ouais. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que par exemple, j'ai le même cas dans ma famille. Par exemple, mon père aussi, mes deux parents viennent de Pointe-Noire. Et du côté de mon père, ils vont te parler beaucoup Kitouba. Et pour ceux qui connaissent aussi la langue du Congo, ils vont beaucoup te parler Vili aussi. Donc là-bas, bon, tu rentres dans la famille, ils vont te parler français parce que bon, on est poli avec toi, il faut que tu comprennes un peu, il faut que tu puisses parler. Mais après, même là, en étant récemment à Pointe-Noire, maintenant on va te parler, tu comprends pas. Et après, quand tu baignes dedans, justement, ça te recolle aussi à tes origines. Parce que une culture aussi se transmet par la langue. Parce que les langues aussi, c'est des images, des idées qui ne sont parfois pas traduisibles. Et donc, c'est super important d'avoir ça. Et j'ai noté aussi que tu avais, pour faire un peu le lien aussi avec ton activité sportive, tu avais fait beaucoup de combats en Europe. Est-ce que toi, tu avais, ou peut-être c'est déjà prévu, peut-être tu vas nous faire un scoop ici sur le podcast et ça serait un scoop. Est-ce que tu as déjà prévu, quand tu as beaucoup combattu en Europe, peut-être faire des combats à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Massamba-Débat, je sais pas. Avec qui? On sait pas, moi. En fait, si tu veux, c'est des choses en réalité qui dépendent pas de moi. Ça dépend absolument pas de moi parce que moi, je suis simplement la casquette boxeur, si tu veux. Ça, c'est vraiment des rôles plutôt d'organisation, de promoteurs qui peuvent avoir éventuellement ce genre d'opportunités. Ça ne veut pas dire que des événements, si tu veux, sur le plan sportif, n'existent pas sur le continent africain. Bien au contraire, il y en a. Mais c'est juste qu'au niveau aujourd'hui, moi, je n'ai jamais entendu aujourd'hui d'événements justement sportifs dans le domaine de la boxe. Au Congo. Mais demain, si on me propose une opportunité de faire un combat au pays, ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, j'imagine déjà, imaginons les affiches, tu vois. Francis Goma, Glory, après Mohamed Ali, Francis Goma à Brazzaville. Non, mais tu vois, si tu veux, on a eu, ça c'est le combat quelque part qu'on connaît, c'est le combat qu'on connaît tous, qu'il y avait eu justement à Kinshasa avec Mohamed Ali. Et je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui se sont dit, pourquoi pas refaire quelque chose un peu en clin d'œil à cet événement-là. Mais ça, aujourd'hui, je pense que ça va vraiment plus loin. Ça va plus loin dans le sens où c'est, de manière générale, les événements qui vont tourner dans le cadre sportif ou autour de la boxe, il y a peu d'engouement en fait, de part des institutions de se dire qu'on va faire quelque chose là-bas, tu vois. Et je pense que ça... Mais avec le fait que, à l'international, il y a quand même pas mal de choses, ils voient qu'il y a les sports de combat, ça se développe quand même énormément, pourquoi pas le développer davantage. Moi, du coup, j'ai une question à te poser aussi parce que j'avais regardé une interview où il y avait plusieurs sportifs. J'ai oublié, je crois qu'il y avait Samuel Eto'o, je ne vais pas dire le nom des autres parce que je n'ai pas envie, et il y avait Cédric Doumbé, je crois. Et justement, qui disait que lui, en tant que boxeur, il trouve que il trouvait, sans déformer ses propos, qu'il y avait un sentiment d'ingratitude quand un boxeur perdait un match. Ça veut dire que dans les autres sports, par exemple, quand tu es Kylian Mbappé et que tu perds un match, à 80%, tu restes Kylian Mbappé. Mais dans la boxe, il disait que quand tu perds un match, aujourd'hui, tu es Francis Goma, mais demain, tu perds un match. Ça n'a plus la même résonance. Est-ce que toi, tu trouves que ça a été pareil également pour toi quand tu as perdu des matchs, quand tu as gagné... Enfin, est-ce que tu as senti vraiment cette différence dans les cas vraiment difficiles de ta carrière, en fait? Je pense que de manière générale, c'est les sports de combat. Ça reste un sport qui est quand même très ingrat. C'est-à-dire que parce que c'est un sport où quelque part, lorsque forcément tu gagnes, t'es poussé par les gens derrière qui quelque part t'adouent et te disent que oui, vraiment t'es le meilleur, etc. Mais faut pas oublier une chose, c'est que tu peux être vraiment très bon, mais tout peut se passer. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure préparation, tu peux même mener un combat comme pas possible et prendre un mauvais coup et tomber. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à des gens. Et c'est vrai que dans le cas de figure, par exemple, de défaites, il y a des défaites quelque part où les gens qui vont être autour remettent tout en question. Maintenant, c'est pour ça que c'est important de ne pas rester là-dessus et toujours en fait rebondir. C'est le plus important, c'est pas forcément le moment où quelque part tu es tombé,
c'est de rester à l'endroit où quelque part tu es tombé. Et en fait, il faut toujours penser à rebondir derrière et avoir la chance forcément de reprendre le chemin de la victoire, quoi, si tu veux. Ouais, ça reprend un peu le mantra de Mandela qui disait l'important, c'est pas la manière dont tu chutes, c'est la manière dont tu te relèves. Exactement. Mais c'est vrai que, là, tu citais Cédric Doumbé tout à l'heure, mais tu as pas mal maintenant de combattants multisports de combat confondus. Il y a aussi Ngannou, les Adesanya, les Kamaru Usman. Ce qui fait que maintenant, l'Afrique, en général, est beaucoup plus mise en avant dans les sports de combat, notamment avec le MMA, parce que le MMA, c'est devenu le sport de combat maintenant très à la mode en ce moment. Mais pas que, parce que tu as aussi des grands sportifs, par exemple en boxe anglaise. T'as Martin Bacolé. Ah oui, Bacolé qui est le numéro 1. Qui est aujourd'hui, c'est un gros challenger. Il est dans le top 5 justement mondial. Je crois qu'il est le numéro 1 dans je ne sais plus quelle organisation. Mais non, t'as quand même quelques personnes qui sont... Mais justement, quand on voit ça, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, ce qui manque parfois, et je généralise, donc vous ne fâchez pas ceux qui nous écoutent, je vais généraliser. Donc, ce qui manque parfois dans le sport africain, et après on va parler du sport congolais en particulier, c'est parfois tout ce qui est formation, détection de talent. Par exemple, toi, tu as eu la chance aussi d'avoir des clubs tu as fait différents sports de combat, tu t'es mis dans une voie qui est le kickboxing et après tu as pu évoluer. Est-ce que toi ça ne t'intéresserait pas au sortir de ta carrière ou même en ce moment, peut-être tu as déjà commencé, je ne sais pas, de par exemple accompagner peut-être des talents qui existent au Congo ou ailleurs pour développer leurs talents notamment dans le sport de combat et créer des nouveaux champions africains et a fortiori congolais? C'est des choses, ça m'est déjà passé par la tête, j'ai déjà pensé, mais plutôt dans la dimension peut-être plus tard, pourquoi pas ouvrir justement un club de boxe justement au niveau du pays. Après pour l'instant c'est une réflexion qui est plutôt encore au stade vraiment embryonnaire, tu vois, parce que je suis encore vraiment plus focalisé sur le fait que je suis sur ma carrière et que vraiment je termine quelque part là-dessus. Mais forcément, quand ce sera terminé, il y aura forcément la volonté en fait de transmettre et quelque part de pouvoir faire partager cette passion déjà que moi j'ai eue. Et je sais qu'il y a énormément de personnes très talentueuses au niveau du Congo et même des gens que j'ai pu rencontrer lors de mes passages. Ok. Après, moi, justement, je me posais la question, pour toi, tu nous expliquais un peu ton parcours, comment t'es venu justement à la boxe. Il n'y avait pas, parce que ça, c'est peut-être un cliché, mais genre, t'étais pas un garçon turbulent, qui avait besoin de se défouler. T'as trop vu les films de France 2 Frangis de court. Bon, faut pas mentir. Ah mince, c'était pas cliché en fait. Non, c'est moi étant plus jeune, c'est vrai que j'étais un peu fougueux, mais bagarreur, c'est-à-dire on va dire bagarreur, mais malgré moi. C'est-à-dire que j'aimais pas forcément me laisser faire. Et puis bon, quand on est jeune en France, il y a toujours un peu ce rapport-là entre garçons. Il y a toujours ce truc-là un petit peu. Et bon, moi, en règle générale, bon, ça pouvait m'arriver un petit peu de me chamailler un petit peu avec certains. Mais j'étais pas forcément non plus quelqu'un qui allait en fait chercher des bagarres ou quoi que ce soit, pas du tout même. Pas du tout, je pense que j'étais malgré tout assez tranquille, mais la boxe m'a beaucoup apporté sur le fait quand même de beaucoup plus se canaliser. De beaucoup plus se canaliser, et ça a été vraiment un réel exutoire, si tu veux. Un réel exutoire parce que en fait j'ai vraiment pu me dépenser, me dire voilà, mettre des nouveaux objectifs à chaque fois un peu plus grands, et trouver justement un sport dans lequel j'arrivais à bien m'exprimer et dans lequel j'évolue jusqu'à présent, quoi, si tu veux. Il y a un sport qui ça nous rend fiers déjà de te voir. Par exemple, tu es rentré au Glory, tu as déjà gagné. Donc j'imagine que ton premier objectif, c'est d'être le top 1, number one.
du Glory. Est-ce que aussi, à l'image de Cédric Doumbé, arrête, tu voudrais basculer au MMA ou c'est un truc qui t'intéresse pas du tout? Pour l'instant, je suis d'abord vraiment très focalisé sur ma discipline, de base, donc qui est le kickboxing. J'y pense pas forcément pour le moment, parce que c'est vrai que au niveau des objectifs, c'est bien aussi de pas trop se mélanger. C'est-à-dire que l'objectif, forcément, c'est de rentrer au Glory et de continuer justement de performer pour arriver au plus haut niveau avec vraiment un objectif bien précis. Après, voilà, on peut jamais dire... on peut jamais dire jamais, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, c'est jamais ce qui peut se passer demain, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, c'est pas dans mes objectifs. Okay. Oui. Moi, j'ai une question justement. Toi, quand tu étais plus jeune, c'était qui ton idole? Dans quel domaine, En général, ton idole, la personne pour toi qui était waouh. Roga. Pas du tout. J'ai rien contre toi, Roga. J'aime bien ta musique. Mais non. Waouh. En fait, déjà, en fait, je pense qu'en fait, il n'y en avait pas qu'un seul. Ok. La réalité, c'est qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Et je pense que, en fonction des âges et en fonction des époques, je pense qu'il y a eu différents personnages qui m'ont inspiré et qui ont peut-être en fait justement eu une part d'influence. Si on part par exemple dans le domaine du sport, je trouvais que quelqu'un comme par exemple Michael Jordan, qui est vraiment quelqu'un qui a pu performer en fait au haut niveau et qui est resté vraiment longtemps et qui a porté en fait, si tu veux, quelque part toute une équipe. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi d'autres grands joueurs à cette époque et dans son équipe. Mais en tout cas, quand on voit justement le parcours, son inspiration, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Dans le domaine après plutôt vraiment des sports de combat, des gens comme je parle vraiment sur l'aspect sportif, des gens comme par exemple Mike Tyson, qui en fait au niveau des poids lourds qui a eu des records assez incroyables, qui était un des plus jeunes champions du monde en fait, et qui a battu des très très grands champions en étant vraiment très jeune. Donc forcément, c'était des gens qui inspiraient par la performance, l'excellence et le dépassement quelque part le dépassement de soi en fait. Donc c'est toujours en tout cas des sportifs que j'ai toujours admiré. Et même après voilà, dans le football ou autre des gens, je sais pas, par exemple Cristiano Ronaldo, qui ont des disciplines de vie Cristiano Ronaldo, ouais. qui jusqu'aujourd'hui continue d'être bon alors qu'il s'approche quasiment de la quarantaine. Ouais. C'est vrai que Ronaldo, c'est un modèle pour ça. Par exemple, j'ai vu récemment une photo de son coéquipier Wayne Rooney, qui est un peu plus jeune que lui. Tu as l'impression qu'au même âge, ils ont quoi, peut-être à peine 2 ans de différence, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais il est carré. Il est carré. Et toi, est-ce que tu fais partie de ces sportifs qui aiment leur discipline et qui, par exemple, ils peuvent se poser à regarder des combats, ou par exemple, je connais des footballeurs que eux, je fais mon entraînement, je fais mon match, mais après le football, c'est pas quelque chose que je regarde. Est-ce que toi, tu regardes des matchs de kick ou même d'autres sports de combat le soir, où c'est vraiment, je fais ma discipline, après je regarde plus ça? Ah non, moi c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment ma passion. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que j'aime de manière générale. C'est-à-dire que ce soit les sports de combat. Moi, je regarde des matchs de boxe anglaise. Je regarde des matchs de boxe anglaise, je regarde des combats de boxe pied-point, même des combats par exemple de MMA. Parce qu'au très haut niveau, je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau ce qui est proposé. On voit une belle intelligence de boxe, on voit des choses vraiment sympathiques. Et et puis ça permet aussi quelque part de s'inspirer, de ce qui est bien, ce qui fonctionne, parce que c'est vrai ce que tu as dit, qu'il y a des gens en fait qui n'aiment pas regarder, alors qu'au contraire, je pense que tu peux beaucoup apprendre en étant dedans avec tes coachs, etc. C'est vrai,
en faisant différents types d'entraînement, mais tu apprends énormément aussi par la visualisation, en regardant en fait d'autres personnes faire des choses. Et tu te dis, ah, j'ai vu ça, ça a l'air super intéressant, je vais peut-être essayer de le reproduire. Et des fois, même si tu ne te le dis pas inconsciemment, ça joue sur toi et tu vas le reproduire. Et je pense que ça a dû nous faire ces choses-là pour pas mal d'autres choses. Pour pas mal d'autres choses qu'on a appliquées dans nos vies. Mais avant tout, c'est des choses qu'on a vues quelque part, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas inventées. Oui. Et du coup, en ce moment, si on parle d'actualité dans les sports de combat, là, c'est un peu tous les sports de combat confondus. C'est qui le combattant qui t'impressionne le plus? Alors, lui, ce qu'il fait, c'est du grand art, c'est de la folie. Un combattant qui, je trouve, actuel, que je trouve vraiment, vraiment sympa. Après, ça va être dans différents, ça va être dans différents styles. Par exemple, en boxe anglaise, j'aime beaucoup Crawford. J'aime beaucoup Crawford. Je trouve que c'est un très, très bon boxeur. Qui en général fait vraiment l'unanimité. En fait, quand tu tombes vraiment face à lui, il te laisse en fait très peu de chance. Et son intelligence de boxe, c'est vraiment très beau à regarder quand on regarde ses combats. Et puis dans le domaine finalement un autre combattant, mais qui est plutôt en fait dans le domaine du MMA aujourd'hui, mais qui anciennement était dans ma discipline, qui était en kickboxing. C'était le champion de ma catégorie, c'est-à-dire des middleweight. Aujourd'hui, les middleweight, ceux qui font 80, 84, 85 kilos, c'est ma catégorie de poids, qui est Alex Pereira. D'accord. Alex Pereira, je ne sais pas si tu le connais, qui évolue du coup actuellement à l'UFC. Donc il était champion du Glory. Il a été champion du Glory pendant un bon moment. Et du coup, aujourd'hui, il évolue à l'UFC. Et puis pareil, ce mec, il est monstrueux. Ce mec, il est monstrueux, vraiment, il fait peur. C'est un adversaire qui est vraiment redoutable. Et je trouve ça beau, le fait qu'il ait performé quelque part au Glory. Et aujourd'hui, qu'il se retrouve en fait à l'UFC. Et qui continue de performer. Et qu'aujourd'hui, c'est le champion en titre de l'UFC. Je crois qu'il combat d'ailleurs cette nuit. Ouais. D'accord. Et est-ce que toi, tu as rencontré beaucoup d'autres Congolais dans ta carrière, dans des matchs En toute transparence, si on parle du Congo élargi, c'est-à-dire aussi avec nos cousins de l'autre côté du fleuve, il y en a quelques-uns quand même. Parce que du coup, j'ai quand même fait beaucoup de sparring, par exemple, en Belgique. Et on sait que, par exemple, justement, la communauté au niveau RDC est très, très présente en Belgique. Donc, forcément, par défaut, on va avoir beaucoup de Congolais, justement, beaucoup d'athlètes, justement, de haut niveau. Mais en toute transparence, en France, j'essaie de réfléchir, que j'ai rencontré personnellement. Mais il y en a. Il y a un boxeur aussi qui évolue au haut niveau, en boxe anglaise, qui s'appelle, j'ai oublié son nom de famille, son prénom c'est Anaël. Je vois. Qui a aussi des tresses comme ça. Oui, je vois qui c'est. Et qui performe aussi vraiment au haut niveau. Lui, plutôt dans la boxe anglaise. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je trouve que son parcours est hyper inspirant. Et je trouve ça vraiment dommage que des gens comme lui sont pas forcément en fait beaucoup mis en avant. Mais c'est-à-dire que je pense même pas forcément qu'ils sont énormément connus au Congo. En France, ici, on le connaît. Parce que forcément, et même à l'international, on le connaît. Parce qu'il évolue au haut niveau. Il est très bon. Mais je trouve que de manière générale, c'est dommage que justement le Congo pousse pas assez, mette pas assez justement en lumière ces différents athlètes, quoi. Ouais, c'est dommage, mais sachant que c'est pas la première fois, puisque il y avait dans l'histoire de la boxe anglaise, il y en a un champion du monde congolais, Anakle Wamba par exemple, qui était champion dans les années 90, et que à part ceux qui ont suivi, qui étaient assez grands pour suivre son parcours et voir qu'il était champion, aujourd'hui c'est pas des gens qu'on met en avant, alors que notre Congo a eu ses gloires sportives, mais il faut savoir aussi le mettre en avant, et c'est bien ce que tu fais par exemple déjà pour ton parcours, puisque c'est une gloire congolaise qu'on voit aussi au Glory, sans mauvais jeu de mots. Et derrière, si on peut mettre aussi en avant ces talents-là,
Parce que c'est comme ça qu'aussi qu'on permet de mettre en avant nos talents et mettre en avant aussi un pays qui a aussi ses forces vives, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que, en tout cas, je pense qu'on peut encore faire beaucoup. Enfin, on peut faire davantage. On peut faire encore mieux là-dessus. Et très souvent, finalement, sont plutôt les sportifs athlètes de haut niveau finalement qui évoluent plutôt dans la diaspora. Qui justement sont plutôt ceux qui vont pousser dans ce sens-là. En tout cas, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'en connais vraiment congolais purement, c'est-à-dire vraiment du côté Congo-Brazzaville. J'en connais peu. Ouais. Enfin. Mais après, comment toi tu expliquerais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Congolais en général dans le sport, enfin là parce que tu m'as cité un professionnel, et je suis certaine que si on prend d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Congo, RDC, après on va pas dire qu'on va laisser le fait que oui, c'est des plus grands pays, il y a plus d'habitants, etc., mais c'est vrai que comment toi t'expliquerais qu'on retrouve moins de Congolais de Brazza dans le sport? Je pense que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une dimension déjà d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue déjà des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les Congolais ne font pas de sport, bien au contraire. Donc on en parlait même tout à l'heure en off caméra. Moi, quand je suis allé à Brazzaville il y a 2 ans, j'ai été surpris de voir le dimanche matin, dès 5 heures, qu'en fait, quasiment une bonne partie de la population est en train de pratiquer du sport et court le long de la corniche et fait toutes sortes d'exercices physiques, si tu veux. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le quotidien, en fait, finalement, des Congolais là-bas, contrairement à ce qu'on peut penser. Sauf que il y a du potentiel, mais il y a peu de choses en face au niveau infrastructure, justement, pour collecter en fait ces potentiels-là et pour dire, voilà, toi, on a vu que tu avais quand même certaines capacités athlétiques, on peut te proposer, tu sais, il y a tel sport qui existe. Nous, on a mis en place telle ou telle institution, ben voilà, tu vas pouvoir venir entrer là-dedans et éventuellement performer dedans. En fait, il faudrait aussi qu'il y ait des modèles. C'est-à-dire comme, il y a peu de modèles en fait qui performent dans le sport de haut niveau, tout sport confondu, que ce soit, là on parle de la boxe, mais ça peut être autre. Il faut pouvoir s'identifier à quelque chose. Alors, il faut pouvoir s'identifier comme les personnes justement peu de gens en tout cas, vers qui s'identifier, ils se disent que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il va y avoir des débouchés, donc les gens se focalisent sur autre chose. Ouais, sur ce qu'ils connaissent. Ils focalisent sur ce qu'ils connaissent, et je pense qu'aussi... Non, je pense que c'est vraiment principalement ça, principalement ça la cause. Là, tu parlais vraiment au niveau du sport au pays, ou même ici, par exemple, en France. Après, moi, je parlais plus d'ici, parce que c'est vrai qu'au pays, c'est différent. Comme tu disais, il y a des problèmes, il y a un manque d'infrastructures, il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce que, bon, moi, je suis grandi en France, donc je ne peux pas vraiment expliquer, connaître, parce que je ne connais pas. Mais c'est vrai que j'avais vu une fois une interview d'une autorité qui disait que justement, selon lui, il pensait que justement qu'il y avait un manque d'excellence de la part de la diaspora. Et justement, ta présence montre que non, que c'est pas le cas, que si justement il y a un manque, on les met pas assez peut-être en avant, on les connaît pas. Je pense que, dans ce qu'il expliquait, c'est que tu avais le sentiment qu'en fait, il n'y avait pas de Congolais qui faisaient des choses. Or que, moi, justement, en découvrant ce que toi tu fais, ce que tu nous as expliqué, tu as parlé d'un autre boxeur qui est également congolais, et je suis certaine qu'après, justement, la diffusion de ce podcast, on découvrira encore plus davantage. Même tu parlais de McTayer, mais je sais pas si tu es au courant, son manager, c'est un Congolais. D'accord. C'est un Congolais de Brazza, justement, c'est un ami qui me l'avait envoyé, donc j'espère qu'un jour il pourra venir aussi également dans ce podcast. D'ailleurs, on t'a vu. Mais, si tu entends. Et justement, moi, ça me fait plaisir justement que tu puisses être là, qu'on puisse échanger avec toi, que tu puisses nous parler de ton parcours, parce que je pense qu'il y a énormément de Congolais de Brazza qui font des belles choses, mais il y a juste un manque de lumière sur ce qu'ils font, et voilà, tout simplement, en fait. Après, voilà, après le but c'est pas non plus sans me diminuer ou quoi que ce soit. J'ai pas à mon humble avis,
je fais des choses à ma petite échelle. Mais c'est vrai qu'il y a peu de lumière, justement, comme tu le disais tout à l'heure, sur ces personnes qui font des choses, que ce soit dans le domaine sportif ou autre. Parce que tu disais que tu parlais, par exemple, peut-être du manager de McTayer, mais d'autres personnes, par exemple, le CEO par exemple, de chez Nofi, qui est Christian Zella, c'est aussi un Congolais. Et en plus, c'est quelqu'un de très inspirant. On a eu la chance de pas mal échanger ensemble, même de se rencontrer, et d'échanger sur différents sujets. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper inspirant et qui a pu me donner quand même pas mal de conseils sur différents aspects, notamment sur la gestion même de carrière plus tard. Donc je pense qu'il y a quand même des personnes, mais c'est vrai que ces personnes-là sont vraiment plutôt en fait dans l'ombre, sont vraiment dans l'ombre. Mais il y a quand même des personnes qui font des choses. Il faut juste les récupérer. Il faut chercher et mettre la lumière là où il faut. Totalement. Ah, mais en plus, c'est intéressant que tu cites Christian Zella de Nofi, parce que ça montre aussi que tu es quelqu'un d'investi dans la cause de la diaspora africaine. Et donc du coup, moi ce que j'aime bien aussi parce qu'on a eu la chance aussi de discuter au-delà du podcast déjà en off. Vous savez pas, mais on a parlé beaucoup en off. Mais pour ceux qui auront la chance de te connaître, je voudrais souligner quelque chose, c'est que tu es quelqu'un aussi de très impliqué dans tout ce qui est la diaspora africaine, le panafricanisme, et c'est quelque chose que je trouve ça important, parce que d'un côté, tu as le côté sportif, où tu vas faire tes combats, tu as le côté aussi congolais, mais tu as aussi ce côté aussi où tu as la prise de conscience. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense que de plus en plus dans notre diaspora, on a la prise de conscience des enjeux qu'on a en Afrique, mais aussi sur le continent européen, sur la cause noire. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette prise de conscience en France et aussi au global? C'est une question qui est... En fait, c'est une question large. On pourrait rester des heures justement sur le sujet, mais c'est vrai que de manière générale, je trouve que les gens se sentent beaucoup plus concernés qu'auparavant, parce que je pense qu'il y a à la fois il y a un éveil de conscience des jeunes générations. C'est complètement différent justement par rapport à nos parents qui quelque part sont plutôt arrivés quelque part en France, en se disant bon, nous on n'a qu'une vocation de quelque part faire des choses ici, après retourner derrière au pays. Mais il y a des sujets, des choses qu'on voit, peut-être des problématiques de société, ou même qui se passent dans nos différents pays, mais on ne veut pas trop en parler, on veut peut-être étouffer ces choses-là, alors qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, à l'ère un peu, on va dire, du numérique, où en fait tout se sait. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément lu énormément de livres d'histoire et autres, il y a la chance même de pouvoir s'abonner à des chaînes comme la tienne. Abonnez-vous sur la chaîne Wakongo au passage, qui permettent justement d'en savoir un peu plus sur l'histoire africaine, sur vraiment cette histoire de manière assez générale, que ce soit l'histoire et même ce que l'on a un petit peu actuellement, d'un point de vue, on va dire, un peu géopolitique, etc., les enjeux et autres. Et ça permet de prendre un peu plus conscience des réalités. Ça permet de prendre conscience en fait des réalités du monde dans le monde dans lequel on est. Et automatiquement de se dire c'est important de ne pas rester en fait complètement neutre par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a beaucoup par exemple de manifestations ou d'événements justement qui visaient à soutenir énormément par exemple les populations par rapport à ce qui se passe notamment en RDC, parce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup mis sous silence de manière assez générale. C'est peu médiatisé comparé à ce qu'on peut retrouver sur d'autres conflits qui existent actuellement. Le but, c'est pas de faire les comparaisons hiérarchisées. C'est un fait. C'est juste un fait, c'est juste un constat.
Et du coup, voilà, moi, ça me tient à cœur de temps en temps de justement de pouvoir participer à ce genre de manifestation ou par d'autres biais. On le met pas forcément, notamment aussi tout le temps en avant, et de contribuer même au niveau de certaines associations qui contribuent directement sur le terrain. Ok. Je trouve que c'est important. Et je pense qu'il faut continuer à propager ce genre de message-là, parce que ça doit inspirer les plus jeunes de se dire que même à notre petite échelle, on peut faire des choses. Parce qu'il y a des associations qui existent et qui vont sur le terrain et qui contribuent d'un point de vue même humanitaire. Là, on parlait de ce qui se passe à Goma, mais il y a des associations qui, d'ici, contribuent même d'un point de vue humanitaire pour des actions directement sur les deux Congos. Donc il faut se renseigner et pas hésiter à justement y contribuer, quoi. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On arrive très bientôt à la fin de notre podcast. Moi, tu penses quoi, toi, de tous ces gens, toute cette vague de personnes de la diaspora qui disent que l'avenir, c'est en Afrique, qu'il faut rentrer? Back to Africa. Back to Africa. Toi, t'en penses quoi de ça? Que l'avenir, c'est en Afrique qu'il faut rentrer? Déjà, ça dépend des gens, et ça dépend des gens et des choix de chacun. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des opportunités, en fait, hyper intéressantes. Il y a beaucoup de pays, parce que là, on parle de l'Afrique vraiment de manière vraiment générale. On le voit qu'il y a aujourd'hui un gros boom économique dans certains pays. Et qui n'attendent que ça, justement, qu'il y ait des personnes qui viennent, en tout cas de l'extérieur, que ce soit de la diaspora ou autre, pour venir continuer à contribuer à l'évolution économique de leur pays, parce qu'ils rapportent des choses nouvelles, des visions nouvelles pour développer justement le pays. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est bien. Après, il faut aussi... faut pas si se laisser porter par juste l'aspect de l'émotion. Faut partir. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que c'est des choses aussi qui se construisent. C'est des choses qui se préparent, qui se construisent. Et tout n'est pas rose aussi. Voilà, il y a des réalités aussi sur le terrain. Des réalités qu'il faut prendre en considération, parce que si tu te dis que le mode de vie quelque part que tu avais ici et l'environnement, l'écosystème qui est ici, c'est pas du tout le même. Et il faut vraiment en prendre conscience. Il faut vraiment en prendre conscience et prendre conscience que le paradigme africain, c'est quelque chose de complètement différent. Et il faut s'adapter. Il faut faire preuve d'agilité. C'est vrai. Bon, comme tu as dit, on va bientôt se rapprocher de la fin. Dernière question avant qu'on dise au revoir à tout le monde, ça sera ton mot de la fin aussi. Okay. Donc là, on est face à un homme mûr, fort, du Glory. Alors, moi, je voudrais savoir quel conseil tu aurais pu donner à ton toi qui avait peut-être 10 ans. Par exemple, avec l'expérience que tu as acquis aujourd'hui, un conseil que tu donnerais aux frangises de 10 ans, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux, il est un conseil que tu pourrais te donner au toi qui était plus jeune. Un conseil? Ouais. Juste un simple conseil. Ouais. Un simple conseil, c'est de croire en ses rêves. Vraiment de croire en ses rêves. Et de manière générale, ce qui peut t'animer, il faut absolument laisser personne être acteur à ta place. C'est-à-dire vraiment, faut être son propre acteur et réalisateur dans sa vie. Et je pense que c'est très important. En tout cas, c'est ce que je donnerais, parce qu'après le reste, c'est des choses qui se font au fil des années avec les expériences. Et je pense que même les échecs qu'on peut avoir, ça reste aussi des expériences et des leçons. Donc, ne pas hésiter vraiment à croire en ses rêves et se battre pour ses rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est inspirant. Et merci beaucoup. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Merci à tous pour l'invitation. Et c'était Bantoukas, le premier podcast pour la diaspora, que on est tous dans la même sauce. Merci Ikaël pour ta participation. Merci Frangis pour cette discussion qui a été une belle discussion. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao. C'est bon.